Bonjour à tous. On vous a proposé de nous rejoindre aujourd'hui pour évoquer un travail qui a été fait à plusieurs mains, qui parle des évolutions récentes du paysage urbain, qui vous sera présenté en deux parties. Donc on a une première séance aujourd'hui avec les interventions d'André Lorty et de Mathieu Mercuriali, qui sera suivie à l'occasion du prochain épisode d'A Pur Café, qui aura lieu le 4 mars par des interventions d'Alessia Dobiaz et puis de La Pure sur les deux parties qui ne seront pas évoquées aujourd'hui, qui sont présentes dans le document. Euh, alors, ce travail qui a fait l'objet d'une publication qui est disponible sur le site, il a été initié dans le cadre de la réflexion qui est entamée sur la question de la mise en œuvre d'un PLU bioclimatique avec la révision qui est lancée. Nous, ce qu'on a proposé avec ce travail, c'était de pouvoir, dans un contexte où on a des enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux qui réinterrogent la forme et l'organisation de la ville, de se poser la question du rôle de la règle sur la question du paysage, qui est un élément important du règlement d'urbanisme. Euh, et donc, on a proposé à plusieurs chercheurs de nous accompagner dans cette réflexion. Et donc, on a fait travailler trois chercheurs à qui on a confié un aspect différent de la question du paysage. Et donc, on a demandé à Alessia Dobiaz et Piero Zazzini, qui sont anthropologues, qui travaillent dans le cadre du laboratoire d'anthropologie et d'architecture La Vue, de regarder un petit peu, de poser la question de la façon dont le paysage est perçu, donc de travailler à toute la question de la perception sensible, la perception subjective du paysage. Donc ça, c'est une partie qui vous sera présentée la prochaine fois. Ensuite, André Lorty, qui est docteur en urbanisme, a travaillé sur la façon dont la règle maîtrise le paysage avec un travail à plusieurs échelles. Hein. Donc, le travail d'André s'est surtout attardé sur l'échelle de la construction de l'îlot, avec notamment toute la question de l'intérieur de l'îlot. Mathieu, qui est docteur en architecture, a travaillé sur la question de l'architecture parisienne et de l'écriture architecturale et a proposé une classification de ce qui s'est passé dans la construction parisienne depuis la mise en œuvre depuis 2006. Et puis, la Pure a proposé de revenir sur l'histoire des règlements avec une généalogie de la règle qui permet de mieux comprendre dans quelle histoire longue doit s'inscrire le règlement qui est à venir. Donc ce travail, il est complémentaire de tous les exercices qui sont en train d'être réalisés sur la question de la révision du PLU, diagnostic territorial d'abord, et puis ensuite bilan du PLU. Et il cherche voilà, à éclairer par des regards divers les sujets qu'on aura pour beaucoup d'entre nous à traiter dans les années, dans les années à venir. Donc là, je passe la parole à André. Merci Paul, et merci de m'avoir invité à cette réflexion à laquelle j'ai pris un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme, je dois dire. Je vais d'abord aborder la question du paysage et des outils mis au point à Paris pour en maîtriser les aspects à travers les processus du renouvellement urbain. Puis, je soulèverai à la fin de mon intervention quelques interrogations qui émergent face aux objectifs qui ont été fixés. Je terminerai par ces quelques questions. Alors que les services étudiaient la révision du règlement de voirie de 1783, qui devait être remplacé par celui de 1859, l'une des inquiétudes du préfet Haussmann était que les constructions neuves n'occupent pas la totalité du gabarit que cette nouvelle réglementation devait offrir. Que par manque d'audace, en quelque sorte, les opérateurs n'atteignent pas le ciel de la règle, ce qui aurait donné naissance à un paysage jugé chaotique. Le ciel de la règle, c'est cette ligne de crête qui découpe l'horizon vertical de la rue, dont on sait à quel point son harmonie, qu'elle soit réelle ou rêvée, est prégnante dans l'image mentale que l'on a de Paris. Sa disparition progressive, à la suite des rénovations massives des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a participé d'une prise de conscience du paysage parisien que le poste de 1977
qui succédait au PUD de 1967, devait chercher à préserver. Cette préservation du paysage a depuis été une préoccupation réglementaire constante dont avait hérité le PLU de 2006 et dont devrait hériter à son tour celui mis en chantier cette année. Le PLU encadre le renouvellement et la transformation de la ville existante, mais, et je cite ici le rapport de présentation de 2006, les constructions nouvelles doivent aussi s'insérer harmonieusement dans un paysage urbain qui constitue plus encore que le patrimoine ou l'image de Paris, son essence même. Avant de s'interroger sur les futures règles, il est opportun d'évaluer les effets des précédentes en ce qui concerne cet aspect des paysages. La ville se renouvelle selon deux principaux modes. Elle le fait par partie. Si on passe à l'image suivante, on voit cette idée sur l'image de gauche, et elle le fait par parcelle, ou pourrait-on dire par pixel. Le renouvellement par partie résulte principalement de l'action publique pour l'amélioration de l'organisation de son territoire. Il en découle de grandes aires de cohérence morphologique qui créent en quelque sorte des paysages spécifiques. Place des Vosges, par exemple, ou encore, comme ici, Zac des Batignolles. Le renouvellement par parcelle est l'une des manifestations de l'irrépressible tendance à la valorisation de la rente foncière. D'un côté, le renouvellement par partie fait naître des paysages inédits, construits de toutes pièces, qui surgissent de manière inattendue au détour d'une rue ou dans la perspective d'une autre. D'un autre côté, le remplacement aléatoire d'immeubles isolés altère rarement de manière brutale la perception d'un paysage, à moins d'atteindre une sorte de seuil au-delà duquel on a le sentiment que ce paysage bascule, un peu comme ces images que l'on modifie pixel par pixel et qui, soudainement, donnent naissance à une nouvelle figure. Parmi les dispositifs mis en place pour maîtriser le paysage de la rue, le PLU de 2006 a reconduit les filets de hauteur, un outil qu'avait introduit le poste de 1977, qui définit les gabarits enveloppes le long des rues. Les filets violets, bleus et noirs, notamment, ont été créés afin de guider une maturation de la forme urbaine, de manière à ce que les constructions neuves contribuent à unifier le paysage de la rue en atteignant ce ciel de la règle. La carte des potentiels de surélévation publiée par la PUR le confirme. Ces parcelles sont en grande majorité situées sur les voies ne comportant pas de filets, indice que ceux violets, bleus et noirs ont contribué à une maturation du Paris constitué. De ce point de vue, on peut considérer que l'outil est opportun. Cette carte nous dit aussi autre chose. Les opportunités d'intensification immobilière se situent majoritairement dans les anciens faubourgs, ceux dont les représentations étaient muettes, comme on le voit sur la carte suivante, dans les cartes qui ont servi au début des années 1970 à analyser les cohérences de l'architecture de la ville. C'est là que la ville se transforme, si l'on peut dire, sans filet, si vous me permettez ce calembour. Deux domaines sont absents des analyses synthétisées par cette carte, les tissus des faubourgs et ceux des opérations massives de rénovation des décennies d'après la Seconde Guerre mondiale, telles que résorption des îlots insalubres, ensemble d'habitations de la ceinture verte ou encore secteur de compensation des opérations de cette dite ceinture verte notamment, des emprises bien sûr qui se situent majoritairement dans ces secteurs des faubourgs. On y retrouve les deux modes de renouvellement déjà cités, par parcelle et par partie. Et leur logique apparaît assez clairement sur cette autre carte, celle des autorisations d'urbanisme enregistrées depuis 2012. Cette distinction binaire, qui porte principalement sur le paysage de la rue, laisse de côté un autre paysage, peu concerné par cette notion telle qu'elle est prise en compte dans les documents d'urbanisme parisiens. Il s'agit de celui des transformations discrètes de cœur d'îlot.
elles adviennent sans qu'elles ne soient perceptibles depuis la rue. Restructuration, densification, surélévation ou sous-élévation sur cours, démolition, reconstruction derrière une ou plusieurs façades conservées, qui modifient le paysage urbain intérieur, comme on le voit sur cet îlot de la rue de la Victoire dans le 9e arrondissement, sur l'image suivante. À l'opposé des transformations perceptibles depuis le domaine public, ces phénomènes discrets transforment les atmosphères vécues depuis les domaines privés du cœur d'îlot. Ils modifient même ces perceptions intimes de l'intérieur des immeubles lorsque leurs partitions, leur distribution et leurs décors intérieurs ont été effacés à jamais. Ici, les règles ne sont plus déterminées en fonction de l'idée d'une figure urbaine à atteindre par la combinaison de la verticale et de l'oblique d'un gabarit, mais par une épure géométrique d'ensoleillement, de vue principale, de vue secondaire, de prospect, de plafond de hauteur et de pleine terre, évidemment. Les progressifs assouplissements en ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives et aux vues, additionnés de l'abandon du COS, peuvent ouvrir des possibilités de densification nouvelles, comme celles que l'on peut voir sur le graphique suivant. Certes, ces évolutions ne concernent pas le paysage de la rue. En revanche, elles engendrent une mutation radicale des paysages intérieurs qui ne semble pas avoir été considérée comme un enjeu. Entre 1989 et 2006, comme on le voit sur ce graphique, la règle du COS de fait avait accompagné d'importantes opérations de restructuration, principalement dans le domaine tertiaire. On voit cette distinction par, en ce qui concerne le tertiaire sur la partie basse en vert, le vert clair correspondant aux opérations qui ont profité de ce COS de fait. Il serait opportun d'ailleurs de mesurer l'effet qu'a pu avoir l'abandon du COS en 2013, 8 années représentant un cycle raisonnable. Pour résumer ces éléments d'analyse, on retiendra que le renouvellement urbain par partie offre les possibilités d'une forte maîtrise du paysage nouveau de Paris, ou plutôt du paysage du nouveau Paris, puisque le PLU y est en général adapté pour maîtriser justement l'avènement d'une forme nouvelle. On peut d'ailleurs se demander si l'effort porté à la règle, à la parcelle, est proportionné à l'enjeu de la préservation des paysages dès lors qu'une partie non négligeable de ceux-ci est située dans ces secteurs opérationnels, en totale rupture avec ce que l'on considère être l'image de Paris, comme on le verra dans les exemples que nous montrera Mathieu tout à l'heure. Pour autant, dans le tissu urbain ordinaire, les outils d'accompagnement du renouvellement à la parcelle offrent une bonne maîtrise du paysage du Paris constitué, celui qui avait été identifié par François Loyer dans les années 70. Celui qui aujourd'hui est quadrillé de filets de couleurs violet, bleu et noir. En revanche, dans le Paris pittoresque des faubourgs, la maîtrise est plus aléatoire. La conjonction d'une pauvre qualité constructive, parfois, et d'une occupation parcellaire lâche ou désordonnée aussi, offre un fort potentiel de valorisation en cas de démolition-reconstruction. Inducteur d'une forte évolution des paysages. Ici, la commission du Vieux Paris est un régulateur. Enfin, la maîtrise des paysages intérieurs est faible, pour ne pas dire inexistante. À titre d'exemple, on notera que certaines villes italiennes ont protégé l'intérieur des immeubles privés, en imposant par exemple l'obtention d'une autorisation de travaux à quiconque souhaite changer même l'affectation d'une pièce. Comment orienter la réglementation afin qu'elle accompagne l'évolution de la ville dans le sens des objectifs annexés à la délibération portant révision du PLU qui concerne la ville inclusive, la ville au patrimoine et paysages préservés, et la ville durable, vertueuse, résiliente et carbonée, pour ne retenir que les 3 premiers objectifs. La réponse au 3e objectif passe par l'adaptation du patrimoine immobilier. On retrouve à nouveau nos 2 principaux canaux, la partie et la parcelle. Les secteurs d'aménagement d'abord, où le bilan carbone de chaque opération peut être très maîtrisé, mais dont l'effet est marginal rapporté au tout de Paris. Et les constructions neuves, le renouvellement, les rénovations diffuses ensuite, pour lesquelles on enregistre, comme on le voit sur l'image suivante,
6669 déclarations de travaux entre 2007 et 2019, soit environ 555 par année, secteur d'aménagement compris, ce qui représenterait une durée théorique de 135 années pour que les quelques 75 000 parcelles parisiennes participent à l'adaptation de la ville. La condition première à laquelle doivent répondre ces opérations immobilières diffuses, afin d'assurer ces évolutions, est celle de la rentabilité financière. Or, compte tenu des considérables gains de valeur enregistrés annuellement par l'immobilier parisien, on comprend qu'une opération devra être très rentable pour qu'une copropriété décide d'engager des travaux avec leur cortège de désagréments plutôt que de rester inactif et d'engranger les confortables bénéfices d'une rente passive. On voit que le premier objectif, celui de la ville inclusive, est délicat à tenir. Comment accélérer ce renouvellement? À nouveau, deux principaux canaux apparaissent, la rente ou le financement public, celui-ci visant à compenser les nuisances d'une opération en site occupé. Pour diverses raisons, que je ne détaillerai pas, ce dernier est difficilement envisageable comme massif et principal levier d'action. En ce qui concerne la rente, une augmentation significative se trouve du côté d'une intensification immobilière qui pourrait dépasser celle de la rente passive. À Paris, elle n'est atteignable que par une augmentation, elle aussi significative, de la densité. Pour qu'elle soit significative, cette augmentation aurait comme conséquence de modifier le paysage de Paris. Plus de hauteur, des dispositifs de végétalisation et de production d'énergie, capteurs, panneaux solaires, voire mini-éoliennes, des vêtures et autres isolations faisant disparaître les décors intérieurs et ou les décors extérieurs. Pour répondre à cet enjeu, la ville lumière est-elle prête à renoncer à une part de son paysage, celui qui garantit sa rente foncière à la fois immobilière et touristique? C'est ici le deuxième objectif qui est questionné. Bonjour, comme André, j'ai été ravi de participer à cette étude et aux échanges aux différentes échelles. Alors moi, je vais prolonger le travail qu'a pu faire André Lorty, comme il a pu évoquer sur la question de la parcelle jusqu'à l'îlot. Et finalement, moi, je me suis intéressé à la question de l'évolution de l'écriture architecturale des différents bâtiments qui ont été construits durant les 10 dernières années. Et finalement, cette production s'est très diversifiée avec vraiment des styles différents qui sont apparus, même au-delà de la question des effets de mode. Et ceux-ci ont été sont arrivés avec trois grands phénomènes qui expliquent ces évolutions. Tout d'abord, la spécificité du PLU parisien qui est de ne pas réglementer à proprement dit l'écriture architecturale, donc ce qui permet une certaine liberté aux architectes de pouvoir concevoir leur bâtiment. Le deuxième point, c'est aussi la question de l'alignement sur eux et des hauteurs. Et depuis 2006, comme André a pu l'évoquer, le cause de fait est finalement une densification possible, sous réserve bien sûr des respects des alignements et des différents prospects. Et puis l'autre point très important, c'est avec l'évolution en 2016 sur la question des performances énergétiques et environnementales en lien avec la loi Allure et la réglementation thermique qui a engendré aussi des transformations. Alors, moi, j'ai essayé parmi le foisonnement en fait des différents bâtiments construits, d'essayer d'en faire une typologie selon trois axes, qui sont les trois axes du PLU que je viens de vous présenter, et sous quatre critères. La question, bien sûr, du programme de ces bâtiments, la question de la mise en œuvre de matériaux, à la fois de construction et d'isolation, l'échelle des opérations, que ce soit de l'échelle du pixel ou finalement de l'îlot, et la relation à la question de la transformation de l'existant ou des opérations neuves. Alors, la première famille de bâtiments, on l'a intitulé l'éclectique. C'est du coup la relation finalement à l'écriture architecturale et la possibilité via le PLU d'avoir une certaine liberté. Alors, la première sous-partie, c'est l'idée de familles finalement qui s'opposent.
d'un côté, une architecture de la continuité. Vous pouvez voir le bâtiment dans le 20e construit par Seller et Lucan en 2006, où finalement, on est dans une écriture architecturale de faubourg classique avec l'utilisation des matériaux parisiens comme l'enduit et les toitures en zinc. Et puis, il y a des architectures signatures qui sont arrivées avec des architectes internationaux qui impriment leur marque de façon assez décontextualisée par rapport au tissu environnant, mais qui finalement apportent une nouveauté dans le paysage parisien. Une deuxième sous-famille, c'est la question de la standardisation. Standardisation finalement par rapport à la production des matériaux préfabriqués en usine qui sont apportés et montés à sec sur les chantiers, à la fois sur des bâtiments, on peut voir de bureaux à gauche, qui se développent plutôt dans des opérations soit de ZAC ou de zones d'aménagement. Et puis, une architecture préfabriquée avec un bâtiment dans la ZAC de Clichy-Batignolles, où finalement, l'usage d'éléments de façade et même intérieur préfabriqués qui permettent de créer une architectonique des années 70 avec des modules un peu de façon brutaliste, mais qui se développent aujourd'hui de façon importante dans Paris. La question du patrimoine et de l'histoire. C'est un point très important puisqu'il y a une rénovation d'un certain nombre de bâtiments qui soient classés ou en tout cas à l'inventaire et qui ont une attention particulière pour les architectes, comme ici la transformation de l'hôpital Saint-Lazare en médiathèque, où finalement on va utiliser le potentiel de ces bâtiments et la régénération de ces îlots. Et puis, finalement aussi, apparaît depuis quelques années la transformation d'îlots à plus grande échelle, comme ici la transformation de la caserne de Reuilly, qui, par la vacance en fait, de ces bâtiments, permet de recréer en fait, de nouveaux îlots et de faire une porosité entre l'espace public et finalement l'espace privé. Enfin, la quatrième sous-partie de cette éclectique, c'est la question de l'exception des géants dans Paris, comme dans la continuité des monuments et des places du Paris depuis le XVIIe et puis jusqu'au XIXe, avec ces grands bâtiments, à la fois des bâtiments horizontaux, comme la Canopée des Halles, au cœur de Paris, mais aussi des géants verticaux, comme le tribunal de grande instance de Renzo Piano, dans le XVIIe, qui font finalement la continuité aussi de ces grands monuments parisiens. La deuxième catégorie, c'est l'optimal. C'est les bâtiments qui se sont construits avec cette possibilité de densification maximum sur les parcelles. Tout d'abord, avec la question de la volumétrique. On remplit au maximum le gabarit, à la fois sur rue et sur cours, avec par exemple l'hôtel industriel de la ZAC Pajol. Mais c'est aussi le développement de bâtiments qui vont au-delà de l'îlot, comme l'entrepôt McDonald's, qui se développe à très grande échelle, avec la possibilité de transformation de certains quartiers, plutôt en périphérie, dans les quartiers périphériques de Paris. Et puis enfin, la possibilité dans ces macro-bâtiments d'avoir une mixité de programmes, et du coup, comme l'immeuble mixte et le centre de secours, dans le 17e arrondissement, ce qui permet aussi l'innovation architecturale avec des bâtiments très singuliers. L'autre question de la densité, comme a pu l'évoquer André Lorty, c'est la possibilité d'augmenter en fait les surfaces et du coup les surfaces et puis la rentabilité foncière. Mais pas uniquement. C'est à la fois la transformation des cours et des fonds de parcelles, comme la Fondation Lafayette dans le 4e arrondissement, où finalement c'est l'utilisation maximale des volumes vides disponibles. Bien sûr, c'est aussi les surélévations, qu'elles soient d'immeubles classiques ou ici d'un immeuble beaucoup plus récent, avec la mise en place de logements à la cité glaciaire, mais également le développement en sous-sol, en creusant, pour pouvoir dégager de nouveaux programmes, par exemple ici avec la réhabilitation de la caserne Champéret. Donc c'est finalement la maximisation des volumes, tout en restant dans des gabarits qui respectent en fait les questions de prospect et d'alignement. Enfin, la dernière catégorie,
c'est les bâtiments qui s'orientent vis-à-vis des différentes réglementations environnementales et d'économie d'énergie. Tout d'abord, la question de la recherche par rapport aux matériaux des bâtiments. Tout d'abord avec la réglementation thermique et l'isolation pour le gain d'énergie, avec la transformation des bâtiments en transformant leur enveloppe. Par exemple, à gauche, la rénovation des orgues de Flandre, qui font aussi un changement en fait finalement de la peau du bâtiment et du coup de son écriture architecturale. La deuxième, c'est le recours à la question de matériaux beaucoup plus naturels, comme la terre, la pierre, comme ici l'exemple de logement dans le 11e arrondissement, où finalement ce recours à des matériaux qui sont plus décarbonés, moins gourmands en énergie, permet un renouvellement aussi de l'écriture architecturale. Enfin, l'inclusion en fait du végétal. Ici, on peut voir une toiture transformée en jardin, où finalement les surfaces libres sont dédiées à la nature, que ce soit, comme ici les terrasses, les loggias, permettent un verdissement de Paris et du coup aussi une interprétation des différentes réglementations. Enfin, c'est la question aussi de l'existant. L'existant comme moyen aussi de ne pas consommer de nouvelles énergies et de minimiser l'impact écologique. C'est aussi l'obsolescence aujourd'hui des bâtiments tertiaires des années 60, 70, 80 qui sont, pour certains, transformés en hôtels ou en logements. Ce soit aussi les parkings. À gauche, la transformation de bureaux, boulevard McDonald, en logements. Mais c'est également aussi la transformation des tours, des IGH des années 60-70, comme la rénovation de la tour Montparnasse, qui permettent aussi d'avoir une réflexion en fait, sur l'échelle de ces bâtiments dans la ville. Alors, en termes de conclusion, on peut voir que finalement, il y a trois tendances qui apparaissent dans cette transformation. À la fois la question des gabarits, d'atteindre vraiment ces gabarits et donc d'avoir une géométrie presque finalisée par rapport au PLU de ces bâtiments, mais aussi la disparition d'un ordonnancement, que ce soit du rez-de-chaussée, du corps du bâtiment jusqu'à l'attique, avec une continuité des matériaux. La deuxième tendance, c'est ça, la disparition de l'ordonnancement des façades. Et enfin, la troisième, c'est vraiment l'écriture architecturale. Le fait de l'arrivée de matériaux préfabriqués, le choix aussi de matériaux beaucoup plus naturels, entraîne finalement une absence d'homogénéité des bâtiments et finalement l'écriture assez singulière à l'échelle du pixel des nouveaux bâtiments qui arrivent dans le contexte parisien. Pour finir, c'est plutôt une invitation à la discussion. J'ai évoqué quelques tendances pour le futur, 8, donc qui sont plutôt 4 liées aux usages et 4 liées à la question du climat. La première, c'est la question de l'immeuble réversible, avec le besoin aujourd'hui en logement, la possibilité avec un certain nombre d'immeubles vacants ou d'immeubles de bureaux obsolètes, de pouvoir les transformer beaucoup plus facilement et d'avoir une évolution à court terme de ces bâtiments. Bien sûr, aussi, c'est la question de l'échelle intermédiaire. Aujourd'hui, beaucoup d'opérations se développent sur plusieurs parcelles à l'échelle de l'îlot. Et donc, c'est la question d'aujourd'hui de pouvoir peut-être à une échelle intermédiaire entre la parcelle et la zone d'aménagement, de pouvoir faciliter ces opérations. Enfin, la troisième partie, c'est l'usage transitoire. On a pu voir que de nombreux îlots, ou en tous les cas bâtiments, ont, pendant un certain moment, avant que l'opération définitive arrive, des usages transitoires qui sont mis en place. Et donc, ça serait aussi de faciliter cette attente et ces besoins en termes d'usage transitoire. Enfin, en termes d'usage, c'est bien sûr de développer aussi la question des rez-de-chaussée actifs et d'en développer des hauteurs et des surfaces qui pourraient être vraiment intéressantes pour avoir une continuité à l'échelle urbaine. Au niveau du climat, c'est la question des hauteurs, on en a parlé avec la question des surélévations, des logements à 50 mètres, du coup de se poser cette question par rapport aux enjeux climatiques et aux enjeux de la densité. Les matériaux, la question des matières réemployées, biosourcées, et minimiser finalement l'impact sur l'énergie et de développer vraiment dans une optique d'économie circulaire.
Enfin, là, bien sûr, la lutte des îlots de chaleur, à la fois avec la question de la perméabilisation des sols, mais aussi de lutte sur la question de la climatisation, même pour pouvoir développer de nouveaux aspects environnementaux. Et enfin, la végétalisation qui est mise en place et finalement d'instaurer au maximum des espaces extérieurs les plus végétalisés possibles dans les bâtiments. Voilà, donc ça, c'est les quelques aspects qu'on a pu entrevoir sur ce grand panorama des bâtiments des 10 dernières années. Je vous remercie. Merci Mathieu. Ces deux approches-là, elles vont être complétées dans le prochain Apur Café par la vision d'Alessia Debiaz qui s'intéresse à la façon dont le paysage est perçu, avec toute la question sensible et sensorielle de la perception du paysage. Peut-être, je vois qu'il y a Stéphane Leclerc qui est présent, si tu as envie de dire un mot. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces présentations extrêmement intéressantes et stimulantes. Et je trouve ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle regarde ce qui se passe actuellement à Paris comme type d'évolution et elles font le lien avec le projet de révision du PLU pour voir justement quelles sont parmi ces tendances celles qui peuvent s'inscrire dans le cadre du projet porté par l'exécutif parisien. Comment est-ce que la règle produit certains types de paysages, produit certains types d'architecture, quelle est la durabilité de ces constructions, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans un paysage parisien auquel tout le monde est attaché et en même temps elles permettent de l'adapter aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui, par exemple les enjeux bien sûr environnementaux. Donc il y a beaucoup d'idées à trouver et peut-être qu'une question que pour commencer je pourrais poser, c'est vous avez insisté sur l'un et l'autre sur la diversité de ce qui se produit aujourd'hui, du fait que ce soit à la parcelle ou à la partie, on a une architecture qui est beaucoup moins normée historiquement, avec à la fois des géants, avec des choses en cœur d'îlot. Est-ce que, question peut-être un peu de principe, est-ce que cette évolution est positive, souhaitable pour une ville comme Paris qui évolue, qui se transforme, ou faut-il regretter qu'il n'y ait pas davantage d'harmonie, d'unité dans ce qui se produit aujourd'hui en termes d'architecture, notamment dans les opérations d'aménagement qui sont comme des terrains d'expérimentation très riches et de potentialités. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait une très grande diversité, donc il y a cet éclectisme qui, dans un sens, je trouve est intéressant parce que ça permet de développer de nouveaux types de bâtiments, mettre en place des typologies à l'échelle peut-être des zones d'aménagement. Donc c'est aussi créer des quartiers du futur et la possibilité de mettre en place justement de nouveaux matériaux, mais également la possibilité d'avoir plus de végétation en tous les cas dans ces zones. Après, dans le tissu parisien plus déjà constitué à l'échelle du pixel, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une certaine réglementation. Ça peut être discuté, voilà, mais en tous les cas, je pense que c'est aussi une richesse par rapport à d'autres villes d'avoir la création d'un patchwork, une évolution en fait. Et on le voit aussi que de plus en plus avec les matériaux biosourcés, avec le retour de la question de la pierre en façade, etc., sont aussi créer une espèce d'homogénéité, pourront créer en tout cas une homogénéité. Je compléterai la réponse de Mathieu en insistant sur la distinction qu'il a faite et qu'on a faite tout au long de nos réflexions sur ce qui concerne la partie et la parcelle. Les règles parisiennes, historiquement, depuis le premier édit de Sully de 1607 sur l'alignement, elles ont toujours été très attentives à la forme urbaine en général. Et aujourd'hui, on a peut-être moins l'œil habitué ou l'attention aguerrie à distinguer ce qui a été produit par le règlement de 1783, celui de 1859, 1882-84, etc. Mais le fait est que ce sont des immeubles souvent assez différents, voire très différents, et cette réglementation conduit à avoir une forme
de régularisation mentale du paysage de Paris. Quand on quitte Paris et on pense à Paris, on a un sentiment d'une image assez uniforme. Si on se balade le long du boulevard Saint-Germain, par exemple, on découvre des accidents partout, des désalignements, des retraits, des surhauteurs, etc. Et finalement, le paysage n'est pas si uniforme que ça. En revanche, il y a toujours eu une distinction très forte entre les opérations menées d'un seul tenant. Je pense au square Saint-Lambert, entre les deux guerres. J'ai nommé la place des Vosges tout à l'heure, la ZAC Clichy-Batignolles. Oui, Paris a produit des paysages singuliers. Ensuite, je pense qu'il y a et là, l'intervention que vous allez avoir la prochaine fois d'Alessa de Biaz est très importante. Je pense que comment dire, les Parisiens ont une certaine disposition au changement. C'est-à-dire, il y a une ville qui bouge, une ville qui vit, elle change, et ça amène des transformations. Dans l'étude qu'a faite Mathieu, un aspect nous est apparu assez intéressant, c'est ce qu'on avait appelé à un moment comment on l'avait appelé dans l'architecture ordinaire, l'architecture tendancielle, l'architecture homologue. Voilà, la ville analogue. Oui. La ville analogue. Et c'est un fait que le ciel de la règle permet une forme de ville analogue, c'est-à-dire dans des gabarits parisiens connus, et que les opérateurs immobiliers occupent au complet aujourd'hui, au moins pour deux raisons, la rente foncière d'une part, mais aussi les contraintes climatiques, c'est-à-dire qui obligent à avoir des bâtiments qui sont assez pleins, qui n'ont pas trop de décrochement et qui ont des fenêtres calculées. Et ça donne finalement une architecture qui n'est pas si en rupture que ça avec le reste du paysage de la rue dans lequel elles s'inscrivent. On voit bien que Paris va devoir se transformer, ne serait-ce que pour s'adapter au changement climatique. Voilà, il va falloir produire de l'énergie, ce qu'on ne produit pas du tout. Il va falloir réduire ses consommations énergétiques, ce qui veut dire qu'il faut changer les bâtiments. Il faut avoir plus de nature, sinon on va vraiment avoir trop chaud. Enfin bref, il y a quand même des transformations qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui du même ordre que ce qu'elles ont été, disons, depuis le 19e siècle. Finalement, on est toujours un peu sur le même genre d'évolution. C'est-à-dire c'est une évolution par rapport à la forme et par rapport à l'image qu'on se fait de la ville. Parce que les années 60, c'est quand même le monde moderne contre la ville du passé, la rue Corridor, etc. Donc, un peu savoir comment ils voient ces transformations qui sont un peu d'un nouvel ordre aujourd'hui. Christiane a absolument raison et on va devoir adapter nos logiciels. Dans les pistes que Mathieu a esquissées à la fin de son exposé, certaines rencontrent des discussions qu'on a pu avoir, c'est normal, ensemble à un certain moment. Et il y en a une qui me paraît particulièrement fertile, c'est ce qu'il appelle l'échelle intermédiaire. L'échelle intermédiaire dont la caserne Reuilly donne un bel exemple. Cette échelle intermédiaire, c'est celle qui consisterait à considérer qu'on doit mutualiser des îlots. On doit avoir des syndicats de copropriété par îlot, et que si on veut faire une opération immobilière, il faut se mettre d'accord avec ses voisins pour pouvoir arriver à des entités foncières raisonnables qui permettent d'introduire des données nouvelles, comme la pleine terre, comme des intensifications qui soient compensées par des ouvertures, et des possibilités de faire des sous-élévations, comme l'exemple que nous a montré, là encore, Mathieu avec la caserne Champéret. Donc, voilà, je pense que l'échelle intermédiaire est vraiment quelque chose qui pourrait être introduit comme nouveau dans la gestion des opérations immobilières et l'évolution de l'occupation du sol dans Paris. Et si je peux compléter, c'est aussi la question de la réversibilité ou des usages transitoires. En fait, la question de l'usage des bâtiments, où
où pendant un certain nombre d'années, finalement, on a transformé les bâtiments de logement en bureaux à Paris. Aujourd'hui, on est sur un autre cycle où on est plutôt dans la transformation du bureau vers du logement, avec aussi les crises qu'on peut traverser en ce moment, aussi l'obsolescence de certains bureaux, de trouver peut-être d'autres formes en fait de mutualisation, comme tu l'as dit, à l'échelle intermédiaire. Je pense que c'est vraiment les pistes vraiment intéressantes en fait dans peut-être l'évolution du PLU. Oui. L'exemple que j'ai montré, rue de la Victoire, où je ne vais pas détailler, mais vous avez bien compris que derrière des façades très rythmées du 19e siècle, on a des opérations de bureau colossales. Il y a 2 principales opérations qui chacune occupent le tiers de l'îlot, même les 2 cinquièmes. On voit bien que voilà, il y a une intensification immobilière là considérable et que si on y avait introduit à la fin des années 90, début des années 2000, la question environnementale, on aurait pu négocier quelque chose qui aurait été moins intense en termes immobiliers, mais qui aurait été quand même plus vertueux du point de vue de l'occupation du sol et qui aurait pu comporter toutes sortes de dispositifs propres à produire de l'énergie, à recycler de l'eau, etc., etc. Des espaces extérieurs plus Tout à fait. importants. Tout à fait. On peut même imaginer qu'en cœur d'îlot, on puisse monter plus haut, dans la mesure où ce n'est pas perceptible depuis la rue. Ce sont des études auxquelles s'était adonné Louis Bonnier dans les années 30, en réfléchissant à l'évolution de la réglementation de 1902. À bientôt. Merci, au revoir.